écoutez RFI, il est minuit et demi à Paris, 23h30 à Niamey, 22h30 en temps universel. Zéphirin Quadio vous présente la dernière édition d'Afrique Soir. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Nouvelle attaque contre des soldats nigériens, attaque survenue dans le département de Tassara, dans l'extrême nord du Niger. Bilan, au moins 22 morts, attaque attribuée à des présumés djihadistes. Mobilisation internationale pour tenter de trouver une solution à la crise politique en République démocratique du Congo. Un sommet sur ce dossier très sensible est prévu à Luanda, en Angola, le 26 octobre prochain. On y revient dans un instant. Nous reviendrons aussi sur la journée de recueillement à la mémoire des victimes des violences post-électorales au Gabon. Journée de recueillement à l'appel de l'opposant Jean Ping, une initiative diversement suivie dans le pays. Et puis Antonio Guterres, bientôt patron de l'ONU, l'ancien haut-commissaire aux réfugiés, pourra-t-il faire plus que Ban Ki-moon sur les questions migratoires ? Eh bien, Pierre-Henry, directeur général de France Terre d'Asile, est persuadé que oui. Il sera l'invité de la rédaction juste après le journal. Mais le Niger, une nouvelle fois la cible d'une attaque djihadiste. C'est l'armée nigérienne qui a été visée cette fois. Bilan, au moins 22 morts, tous des militaires qui auraient été achevés d'une balle dans la tête. Cela s'est passé dans l'extrême nord du pays, au-dessus de la ville de Tawa. Une attaque djihadiste sur le site des réfugiés maliens de Tésalit. Attaque en plein jour qui a surpris les soldats. À Niamey, le récit de Moussa Kaka. C'est la première fois qu'il y a eu un nombre assez élevé de soldats tués dans cette partie septentrionale de la région de Tawa et frontalière du Nord Mali. Le bilan provisoire est lourd, 22 soldats tués et achevés d'une balle dans la tête. La surprise et la rapidité des actions du commando terroriste en plein jour et aux environs de 14h heure locale n'a laissé aucune chance aux soldats nigériens qui assuraient la sécurité du camp de réfugiés maliens de Tésalit, situé à 35 km à l'ouest de la préfecture de Tassara. Dans leur fuite en direction de la frontière malienne, les assaillants ont emporté des armes et des munitions, ainsi qu'un véhicule 4x4 de l'armée nigérienne. Des sources sécuritaires ont indiqué que les poursuites sont engagées pour retrouver les assaillants. Le dispositif Barkhane a également été alerté. En l'absence de communiqué officiel, les Nigériens sont sous le choc. Qui pourrait être derrière cette attaque meurtrière et pourquoi, s'interrogent certains observateurs. Mais depuis quelques mois, on constate un regain de tension dans cette partie de l'Azawad nigérien, un véritable no man's land où les narcotrafiquants et autres terroristes imposent leurs lois. Moussa Kaka, Niamey, RFI. À noter que la chancelière allemande Angela Merkel est attendue ce lundi prochain au Niger. L'Allemagne va en effet construire au Niger une base militaire en appui à la MINUSMA. C'est ce qu'a annoncé l'ambassadeur d'Allemagne à Niamey, pour qui démarre un nouveau chapitre de la coopération entre l'Allemagne et la région. Un sommet international pour trouver une sortie à la crise politique en République démocratique du Congo. Ce sera le 26 octobre prochain à Luanda, en Angola. Cette réunion, organisée conjointement par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, les Nations Unies, la SADC et l'Union africaine, était prévue, nous dit-on, de longue date. Mais les heurts du 19 septembre, tout comme la difficulté des acteurs politiques congolais à se mettre d'accord, donnent un sens particulier à ce sommet des chefs d'État. C'est précisément ce que nous explique le ministre angolais des Affaires extérieures, Georges Chikoti. L'objectif, les souhaits, c'est qu'il y ait une entente entre les différents protagonistes, parce que, le gouvernement a proposé le dialogue a été contesté par quelques partis politiques. Nous pensons quand même qu'il n'y a pas plusieurs voies, il faut qu'il y ait une entente, il faut qu'il y ait un certain dialogue qui va permettre quand même d'une part, il puisse y avoir la paix, et d'autre part, il puisse y avoir une transition qui pourra permettre la réalisation des élections. Parce que, comme vous savez, certainement que les élections ne seront pas possibles à la date prévue, devrait être donc à la fin de l'année, mais éventuellement il faudra une certaine période de transition pour que l'on puisse conclure avec les aspects techniques et financiers qui manquent pour la réalisation des élections. Le ministre angolais des Affaires extérieures, interrogé par Léa-Lisa Vesterov. La République démocratique du Congo encore. Jean de Dieu Kilima, militant du mouvement de la société civile Filimbi, sera bel et bien jugé à Kinshasa. Il avait été remis en liberté provisoire dans le cadre des mesures dites de décrispation politique annoncées par les autorités avant l'ouverture du dialogue national.
Pour rappel, il avait été arrêté à Kisangani pour des faits qui lui étaient reprochés à Kisangani, justement, mais il avait ensuite été transféré par l'Agence nationale des renseignements à Kinshasa sans plus d'explications. Depuis, ses avocats issus de la toute nouvelle Commission nationale des droits de l'homme réclamaient que son dossier retourne à Kisangani, comme le prévoit, selon eux, la Constitution. Mais hier, le tribunal de paix de Kinshasa-Lemba en a décidé autrement. Sylvain Loumou est l'un des avocats du militant. C'est problématique pour nous qu'il soit jugé à Kinshasa parce que l'instruction qui a conduit à l'arrestation de Jean de Dieu Kilima a été commencée à Kisangani. C'est au lieu de la commission des faits qu'il vaut mieux, n'est-ce pas, que la personne soit jugée pour procéder à la vérification de tout ce qui est raconté dans les procès-verbaux. Et ici, nous aimerions bien que Jean de Dieu soit jugé selon les procès, les exigences du procès pénal, le procès équitable. Aussi, la Constitution de la République démocratique du Congo garantit à tout Congolais justiciable devant un juge pénal qu'il soit jugé devant son juge naturel. Les conditions pour nous d'un procès équitable sont quand même mises en mal dans ces conditions-ci. Si c'est décidé qu'il soit jugé à Kinshasa, il y a ce risque à craindre qu'il soit également obligé de purger la peine en dehors de son milieu de vie, alors qu'il doit être près de ses proches et de sa famille. Sylvain Loumou, des propos recueillis par Florence Maurice. Ce jeudi au Gabon, journée de compassion pour les familles endeuillées et de recueillement pour les morts. Une initiative de l'opposant Jean Ping qui avait appelé les Gabonais à rendre hommage aux victimes des violences post-électorales. Un appel diversement suivi dans le pays. Un reportage, Yves-Laurent Goma. Dans les quartiers, tous les petits commerces sont ouverts. Le marché Momboué, le plus grand de la capitale aussi. Les taxis circulent, le centre-ville a grouillé du monde jusqu'à 11h. Vers midi, presque tout le monde a quitté les bureaux. La ville s'est rapidement vidée alors que le travail prend fin à 15h30. Seuls les employés du privé sont restés fidèles au poste. Je suis venu au travail parce que c'est le privé. Sinon, c'est un jour en moins dans la paye. Nous avons décidé de venir au travail tout en ayant une pensée pour les personnes disparues. Je ne me suis pas recueillie, je ne me sens pas trop concernée. Il y a eu des listes de présence qui ont circulé. Ça fait peur à beaucoup de gens. Au quartier Cocotier, fief réputé de l'opposition, Eman Mba boit du vin de palme dans un bar avec ses amis. On observe d'eux. Si on allait pour le travail, on va nous limoger et tout. On est obligé de faire un tour. Non, personne n'a travaillé. Mais parce que c'est le deuil. Non, on respecte la mémoire de ceux qui sont morts. Je ne l'ai pas observé. Le gouvernement se frotte les mains. Jean Ping a été désavoué. Les partisans de Jean Ping soutiennent au contraire que l'appel a été suivi à 70% dans tout le pays. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI. Opération diversement suivie à Port-Gentil également. La ville était calme, la circulation quasi normale. La plupart des commerces étaient ouverts, même si certains ont fermé. Des cérémonies religieuses ont été organisées dans la matinée. Des habitants ont déposé des fleurs au château, le rond-point emblématique d'où partent les manifestations. Rond-point où le déploiement des forces de l'ordre a été renforcé. Et puis, dans l'administration municipale, une note de service a annoncé que les fonctionnaires absents ne recevraient pas leur paye d'octobre. Un agent de la mairie a aussi affirmé que par peur, une partie des employés étaient présents à leur poste, mais d'autres ont quand même choisi de ne pas travailler. Enfin, un employé du secteur pétrolier a lui indiqué que son entreprise avait fonctionné, mais qu'environ 15 à 20% des salariés étaient absents. Au Sénégal, l'opposition compte organiser une marche de contestation le 14 octobre et craint un refus des autorités. La semaine dernière, des associations des droits de l'homme ont critiqué l'État qui a interdit un grand nombre de manifestations depuis 2012, évoquant à chaque fois des problèmes sécuritaires. Ce jeudi, le front de l'opposition a donc décidé de prendre les devants pour se faire entendre en organisant un point presse devant la préfecture après avoir déposé la demande d'autorisation de la marche du 14 octobre prochain. Malik Gakou du Grand Parti est coordinateur du Front pour la défense du Sénégal. Il est au micro de Guillaume Thibault. Le préfet de Dakar a pris acte de notre volonté de marcher le 14 et nous profitons de l'occasion pour lancer un appel au peuple sénégalais, ensemble pour que nous puissions marcher dans la paix pour défendre la démocratie sénégalaise, marcher pour défendre les libertés. Mais vous savez qu'au Sénégal, normalement, l'interdiction devrait être l'exception. C'est l'exception qui est la règle maintenant au Sénégal. Mais cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Vous savez, le droit à la marche est un droit sacré par notre Constitution. Et c'est pourquoi l'opposition va être très claire. Nous n'allons laisser à personne le droit, encore moins le choix, de délimiter nos droits constitutionnels. C'est la raison pour laquelle nous avons fait ce que nous avions à faire.
ce que la loi nous oblige à faire, c'est-à-dire venir déposer conformément aux lois et règlements de ce pays. Nous l'avons fait et par la grâce de Dieu, nous allons marcher le 14. Voilà le coordinateur du Front pour la défense du Sénégal. En Guinée, dispersion d'une violente manifestation contre des voleurs présumés à Guékédou, dans le sud du pays. Les gendarmes ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui ont brûlé et saccagé plusieurs véhicules. Ils exigeaient que leur soient livrés 3 voleurs présumés. Les gendarmes ont réussi à extraire les 3 présumés voleurs du commissariat de police de la ville, où ils étaient retenus pour les évacuer vers un camp militaire afin de les protéger de la vindicte populaire. En Afrique du Sud, plusieurs PDG de l'industrie minière appellent le président Jacob Zuma à démissionner pour le bien du pays, disent-ils. Réunis à Johannesburg pour discuter des problèmes auxquels leur secteur d'activité a confronté, plusieurs grands patrons ont ouvertement critiqué le chef de l'État, Jacob Zuma, qu'ils accusent d'être un frein au développement du pays. C'est la première fois que le monde des affaires s'en prend aussi ouvertement au président Jacob Zuma. À Johannesburg, les explications d'Alexandra Branjon. Le message est clair, le président Jacob Zuma nuit au climat des affaires. Hier, lors d'une rencontre de l'industrie minière, plusieurs PDG de groupes ont fait part de leurs préoccupations. Le PDG d'Anglo Gold Ashanti, une des plus grosses compagnies minières du pays, a été particulièrement véhément, accusant le chef de l'État de promouvoir la corruption et d'être un frein au développement du pays. Pour Sipho Pitania, le président Zuma, englué dans des scandales à répétition, décourage tout investissement en Afrique du Sud. Il y a quelques mois, la plus haute cour du pays a jugé que le président Zuma avait enfreint la Constitution en utilisant des fonds publics pour rénover sa résidence privée et surtout en refusant de rembourser. Depuis, le chef de l'État a également été accusé de vouloir se débarrasser de son très respecté ministre des Finances qui tente d'assainir les finances de l'État. Bref, autant de messages qui ne rassurent pas le monde des affaires selon les grands pontes de l'industrie minière. L'économie sud-africaine est certes morose, la croissance cette année ne devrait même pas atteindre les 1%. La présidence a aussitôt réagi et s'est dit préoccupée par ces attaques publiques qui, selon le gouvernement, n'aident pas à restaurer un climat de confiance. Alexandra Branjon, Johannesburg, RFI. RFI, minuit et 42 minutes ici à Paris. À suivre maintenant cette question. Si vous êtes élu, quelle sera votre politique africaine ? Eh bien, c'est la question que RFI a posée aux candidats français de la primaire de droite et du centre qui se tiendra le 20 novembre prochain. Demain vendredi, vous pourrez entendre le programme de chacun des 7 candidats. Et dès demain matin, dans les éditions africaines, 2 invités exceptionnels, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, présenteront leur programme et leur vision de la politique de la France en Afrique. Et voilà déjà 2 extraits de ces interviews réalisés pour la première fois depuis le début de la campagne. Tout d'abord, Alain Juppé, ses priorités pour l'Afrique. Vis-à-vis de l'Afrique, je crois que notre nouvelle relation doit reposer sur 3 grands axes. D'abord, la dimension politique. Les choix politiques des Africains se font en Afrique et pas à Paris. Ça sera, moi, ma ligne directrice. On a progressé dans ce sens. Ce n'est plus la situation qu'on a connue dans les décennies passées, mais il faut vraiment afficher très clairement notre intention dans ce domaine. Le deuxième point, c'est la dimension économique. Plutôt l'investissement et le commerce que l'aide. Et cela passe par une présence accrue de nos PME sur le territoire africain. Et puis enfin, je ne veux pas oublier la dimension culturelle, la dimension linguistique. Nous sommes amis des pays anglophones, bien entendu, mais nous avons une relation particulière avec les pays francophones parce qu'une langue, ça n'est pas simplement des mots, c'est aussi une façon de penser et une façon d'être que l'on partage. Cette langue, elle est en partage, elle nous appartient à tous. Il faut donc en assurer la promotion. Et maintenant, Nicolas Sarkozy, ses priorités pour l'Afrique. Qui propose un plan Marshall pour l'Afrique ? Qui propose le conditionnement de l'aide économique à un accord sur la lutte contre l'immigration clandestine ? C'est moi. Je ferai de l'Afrique l'une des toutes premières priorités de la politique étrangère française. Beaucoup des solutions aux problèmes de l'Europe se trouvent en Afrique, notamment la solution à la crise migratoire. Je veux comme première priorité poser les bases d'un gigantesque plan Marshall de développement de l'Afrique. C'est la seule solution pour tenter de maîtriser des pulsions et des mouvements migratoires dont l'ampleur est sans précédent depuis l'origine de l'humanité. Les chiffres sont considérables. L'Afrique va passer en 30 ans de 1 milliard à 2 milliards 300 millions. L'argent investi par l'Europe doit s'investir dans le développement de l'Afrique, beaucoup plus qu'en pure perte pour soutenir la Turquie, voire d'autres pays européens. Voilà 2 invités donc à retrouver demain matin dans les éditions africaines de RFI.
Afrique Soir sur RFI. Zéphirin Quadio. Minuit 45 à Paris à l'écoute de RFI. Afrique Soir à suivre. Le journal des sports avec Eric Mamrut. Les meilleurs moments d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Mais tout de suite, l'invité de la rédaction. Je vous le disais en titre, Antonio Guterres, bientôt patron de l'ONU, l'ancien haut-commissaire aux réfugiés, pourra-t-il faire plus que Ban Ki-moon sur les questions migratoires ? Pierre Henry, directeur général de France Terre d'Asile, est persuadé que oui. Invité de la rédaction, il répond aux questions de Nathalie Amar. Antonio Guterres va donc succéder à Ban Ki-moon à la tête des Nations Unies. Le futur patron de l'ONU a été Premier ministre au Portugal et surtout haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, un poste auquel on l'a entendu tonner contre le peu d'efforts de la communauté internationale pour accueillir les réfugiés, pour prévenir les conflits aussi. Bonsoir Pierre Henry. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de France Terre d'Asile. C'est une bonne nouvelle pour vous, l'arrivée de Guterres à la tête de l'ONU ? Ah, écoutez, c'est une personnalité que nous connaissons bien et avec laquelle nous avons pu travailler de manière efficace. Je crois que c'est quelqu'un qui a pris son mandat avec beaucoup de passion et de raison, une personnalité infatigable pour plaider la cause des réfugiés, pour chercher à débloquer des situations assez inextricables où les États ne souhaitent pas prendre leur part dans l'accueil des réfugiés, et puis quelqu'un qui, oui, avec rigueur et raison, plaidait pour l'ouverture de voies de migration légale, de couloirs humanitaires pour les réfugiés. Il reste maintenant à transformer l'ONU en un outil efficace. Ce discours de Guterres au commissaire aux réfugiés sur la possibilité donnée à ceux qui le veulent d'entrer légalement, par exemple en Europe, est-ce que ce discours est toujours tenable une fois qu'on est en poste aux responsabilités en tant que secrétaire général de l'ONU ? Il est plus que jamais tenable, parce qu'en réalité, vous savez, la crise des réfugiés, c'est d'abord une crise de la décision, c'est une crise de responsabilité, c'est une crise de solidarité. Et plutôt que de voir des personnes se déplacer avec grand danger en alimentant les réseaux mafieux, oui, il faut construire des voies de migration légale. Alors quelle forme doivent-elles prendre ? D'abord celle des visas humanitaires distribués dans les ambassades et dans les pays tiers. C'est aussi des accords avec ces fameux pays tiers qui accueillent le plus de migration. Je rappelle qu'en règle générale, la migration, et notamment la migration forcée, s'effectue d'abord à proximité des zones de conflit. Et donc, oui, construire des voies de migration légales à partir du Liban, à partir de la Jordanie, à partir de la Turquie, ces voies de migration légales, nous pouvons aussi les imaginer, par exemple, de la France vers la Grande-Bretagne, si je prends le cas de Calais, de la Grèce vers d'autres pays européens en solidarité, de l'Italie également, bien entendu. Alors justement, Antonio Guterres a aussi beaucoup fustigé du temps où il était au commissaire aux réfugiés l'inertie des Européens, dénonçant les murs à l'intérieur même de l'Europe, pas tant la forteresse Europe que les murs qui se dressent à l'intérieur de l'Europe. Comment pourra-t-il faire tomber ces murs ? Est-ce que sa voix sera audible jusqu'ici, d'après vous ? Écoutez, c'est une voix qui compte. Je crois que l'ONU est beaucoup critiquée, mais que c'est un lieu indispensable où les nations peuvent se parler, où la communauté internationale peut se rencontrer et imaginer des solutions. Ça sera très difficile parce que nous sommes dans un moment très particulier, qui est un moment de fermeture, qui est un moment où la xénophobie et où le rapport à l'autre, à l'altérité, est très fortement remis en cause. Donc la tâche de M. Guterres sera très difficile. Son expérience de Premier ministre peut également être un élément très important parce qu'il sait ce que veut dire diriger un État. Je crois qu'il a une claire conscience des contraintes et des réalités qui pèsent sur les uns et sur les autres. Il peut impulser une dynamique que n'a pas impulsée Ban Ki-moon clairement au cours de son double mandat. Je l'espère, même si chacun a bien conscience que les contraintes sont fortes et que le moment est particulièrement difficile. Raison de plus pour avoir un homme de paix
à la tête de l'ONU. Quel devrait être selon vous son premier geste ? Le premier geste, il est évidemment de faire en sorte que la communauté internationale aide véritablement à résoudre la plus grande crise humanitaire depuis près de 50 ans, la crise syrienne. Si aujourd'hui M. Guterres peut contribuer à une solution de paix en Syrie, il aura bien œuvré à une humanité apaisée. Il a beaucoup aussi par le passé dit qu'il voulait redonner à l'Afrique une place, une vraie place au sein du concert des nations, au sein des Nations Unies. Oui, vous savez, le continent africain est le continent sur lequel il y a évidemment le plus de déplacements de population. Mais je dis bien à l'intérieur d'abord du continent africain, il y a des défis immenses. Si le patron de l'ONU réussit d'abord à faire prendre conscience à la communauté internationale que d'une certaine manière, son destin se joue aussi en Afrique et qu'il est nécessaire d'avoir des actions de prévention, de travail en commun avec les pays africains, non pas considérés comme factotums, mais comme véritables partenaires, je crois que nous aurons bien avancé. Changer l'approche sur les réfugiés, redonner ou donner à l'Afrique sa place à l'ONU, c'est une véritable révolution que vous attendez de lui alors ? Oui, enfin une véritable révolution. Il est clair que le fonctionnement de l'ONU, comme de toutes les grandes institutions internationales, doit être posé. On ne peut pas rester dans le statu quo. Il faut tenir compte de l'évolution du monde. Là aussi, il y a des résistances énormes. Enfin, je pense que l'expérience de M. Guterres peut l'amener à faire des progrès importants à cette institution. Nous devons en tout cas tous le souhaiter. Merci Pierre-Henri d'avoir été en ligne, Merci directeur général de France Terre d'Asile. Et voilà, comme chaque soir, le journal des sports avec ce soir Eric Mamrud. Bonsoir Eric. Bonsoir Zéphirin, bonsoir tout le monde. Et du football pour commencer, Yaya Touré ne quittera pas Manchester City au prochain mercato d'hiver. C'est ce qu'affirme son agent à la presse italienne. Pour Dimitri Seluk, son joueur restera chez les Citizens jusqu'au bout de son contrat à la fin de la saison. Alors seulement, les propositions d'autres clubs seront étudiées. Rappelons que Yaya Touré est actuellement mis sur la touche par le nouveau coach de Manchester City, Pep Guardiola. Le Catalan par ailleurs très fâché avec son agent qui l'a ouvertement critiqué. Ce n'est du reste qu'après que Seluk lui ait présenté ses excuses qu'il envisagera de réintégrer Yaya Touré dans le groupe. Une situation bloquée qui ne donne donc pas des désirs de départ au milieu ivoirien. Yaya Touré qui ne disputera pas le match Côte d'Ivoire-Mali samedi prochain à Bouaké. On le sait, le joueur de 33 ans a annoncé il y a peu sa retraite internationale. Il ne jouera donc pas les matchs comptants pour les éliminatoires du Mondial 2018. Le premier, c'est donc samedi face au Mali, une équipe malienne qui a longtemps eu un complexe d'infériorité face à sa voisine ivoirienne, une tendance qui semble s'estomper. Mahamadou Kaloga a mené l'enquête. Sur la soixantaine de rencontres entre le Mali et la Côte d'Ivoire, les Aigles totalisent 5 victoires seulement et 9 nuls. Les Ivoiriens, eux, ont su entourer leurs joueurs d'un mythe de super sportifs capables des plus grandes prouesses sur un terrain de football. Ils ont su, par de réelles bonnes qualités, maintenir et accentuer ce mythe d'invincibilité de joueurs capables à tout instant de s'imposer. Cet état perdure-t-il ? Boubacar Babadiara, président de la Fédération malienne de football. Aujourd'hui, je peux dire que ce complexe a tendance à disparaître. Et parce que nous avons une nouvelle génération de joueurs avec un mental de compétiteur. Ce mental a été forgé dans les centres de formation et au niveau des clubs professionnels de ces jeunes. Quant au capitaine des Aigles, Yacouba Silla, qu'est-ce qu'il en pense ? On parle d'un syndrome que le Mali a du mal à s'imposer contre la Côte d'Ivoire. Lors du dernier match en Coupe d'Afrique, on a montré qu'on pouvait rivaliser avec cette équipe-là. Après, la plupart de cette génération-là n'a pas connu cette période-là, et notamment aussi des confrontations contre la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai joué aucun match contre la Côte d'Ivoire. Et voilà, on est tous des joueurs évoluant
plus en Europe, en Ligue 1, dans les grands championnats. Ça va être un match disputé, difficile à jouer, on le sait, mais on y va en toute humilité, en essayant de faire un résultat. Le regain de confiance se justifie aussi par les excellents résultats du football malien cette année 2016 avec la qualification de toutes les catégories aux différentes phases finales africaines, une première continentale pour un pays. Mamadou Kaloga Bamako, RFI. Et lors de la dernière CAN 2015, Yacouba Sylla en parlait, le Mali avait accroché la Côte d'Ivoire en match de poule sur le score de 1 but partout. Les retrouvailles, c'est donc samedi à Bouaké à partir de 18h temps universel. Le Mali qui a fait appel à une vieille connaissance pour remplacer Abdoulaye Diaby blessé. Il s'agit de Modibo Maïga, l'ancien attaquant sochalien qui vient de retrouver un club libre depuis sa résiliation avec le club d'Al Nasser. Il a signé en faveur du club émirati de l'Ittihad Kalba. Autre transfert concernant un Malien, celui de Momo Sissoko, sans club depuis son départ du Shanghai Shenhua en Chine. L'ancien international prend la direction de l'Inde. Il s'est engagé avec l'équipe de Pune City où évolue notamment Apoula Edel. Et pour terminer, Eric, notons que samedi également, le Sénégal affrontera le Cap-Vert. Ça se jouera à Dakar avec dans les rangs sénégalais la nouvelle pépite Sadio Mané. À 24 ans, il brille de mille feux à Liverpool depuis son arrivée cet été pour la somme de 36 millions d'euros. Babacar Fall l'a rencontré. Son maillot est le plus vendu sur le marché. Le numéro 10 des Lions, il est le chouchou des supporters pendant les séances d'entraînement. Mais ce statut de number one de l'équipe du Sénégal, Sadio Mané ne veut pas le porter. Personnellement, moi, je pense que le number one, toujours, c'est l'équipe. L'attaquant de Liverpool, 3 buts et 3 passes décisives en 6 matchs, vient d'être nommé meilleur joueur de la Première Ligue pour les mois d'août et de septembre. Tout va bien pour le joueur des Reds. Je ne vais pas m'en contenter. Je vais essayer de travailler encore plus pour atteindre mes objectifs. Objectif pour son club, pour sa sélection, mais aussi ambition personnelle. Pourquoi pas terminer meilleur joueur du championnat anglais à la fin de la saison et succéder à Riyad Mahrez. C'est possible à Liverpool où Sadio Mané s'est très vite adapté. Il était facile pour moi de bien m'intégrer parce que non seulement on a une équipe de qualité et on a l'un des meilleurs coachs au monde, donc je pense que c'était la chance que j'ai eue dans cette équipe et avec aussi le travail et le sérieux. Samedi soir, face au Cap-Vert, Mané va honorer sa 38e sélection avec les Lions. Va-t-il marquer son 11e but en sélection? Le Stade Senghor lui réussit souvent. Babacar Fall, Dakar, RFI. Et lors des récents éliminatoires pour la CAN 2017, Sadio Mané a inscrit 3 buts en 6 matchs. Merci Eric Mamouet. Fin de cette édition d'Afrique Soir. La coordination Bernard Najotte, assisté de Cécile Périllard, la réalisation Vivian Lecuivre. Merci à toutes et à tous à suivre le zapping d'Appel sur l'actualité. Participez au prix découverte RFI 2016. Écoutez les extraits des 10 finalistes sur RFI.fr et votez pour votre artiste préféré jusqu'au 19 octobre. Rendez-vous sur RFI le 4 novembre pour la désignation du lauréat 2016. Le prix découverte RFI est organisé en partenariat avec l'Institut français, l'OIF, la SACEM, l'UNESCO, UBiz News et Deezer. Suivez le zapping d'Appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. À 10 semaines de la fin du second et dernier mandat de Joseph Kabila en RDC, aucune date n'a encore été fixée pour l'organisation de l'élection présidentielle. C'est l'heure du zapping. Écoutez vos réactions, c'était ce matin sur RFI. Je suis d'accord avec le président Kabila qui l'a déclaré récemment que les élections peuvent se tenir cette année. Mais dans l'objectif où on se dit qu'on pourra faire seulement l'élection présidentielle, on pourra faire bien les élections avant le délai continu, donc avant le 19 décembre. Il y a une solution. La Constitution a prévu tous les mécanismes. Mais réellement, la Constitution n'a pas imaginé, ou les constituants n'ont pas imaginé qu'on pouvait arriver à une non-organisation des élections et qu'on a réellement place à penser à une éventuelle transition qui sera bien entendu dirigée par le président du Sénat, puisque le pouvoir en place ne peut pas bénéficier de ses propres turpitudes. Nous devons, à un certain moment dans notre pays, bousculer certaines mentalités. Nous devons réaliser que les problèmes électoraux, c'est d'abord un problème d'expertise.
c'est d'abord un problème d'expertise, je tiens à les répéter. Ce n'est pas un problème politique et n'importe qui ne peut pas s'inviter expert dans un quelconque domaine. Il y a des gens qui parlent d'enrôler le même jour que l'élection. Ils oublient que 8 jours avant, selon la loi électorale, il faut d'abord afficher ou connaître pratiquement toutes les listes électorales 8 jours avant. Je pense qu'il n'y a pas un vide juridique. La Constitution a tout prévu. Je crois qu'il y a un compatriote qui l'a évoqué avant. Si M. Kabila n'est pas là, c'est le président du Sénat qui doit gouverner pendant 90 jours et convoquer les élections. Donc on ne peut pas parler de ce problème-là. Et demain, comme tous les vendredis, la libre antenne à 8h10 temps universel. Rejoignez-nous pour commenter l'actualité. 33 9 693 693 70.